Bon, je vais... Bon, gens me connaissent, je ne suis pas très protocolaire, donc le cœur y est, je ne vais pas recommencer à saluer tous les représentants des collectivités et du monde entier, dont certains sont des amis et que j'apprécie fortement, mais le cœur y est. Oui, il y a quelques petites choses à dire. Oui, effectivement, je voudrais quand même vraiment remercier, indépendamment du côté protocolaire, Marie-Hélène Aubert pour son soutien, qui vraiment nous a beaucoup facilité les choses, et vraiment c'est très chouette. Voilà. Je voudrais aussi parler de quelqu'un qui ne peut pas venir aujourd'hui, mais grâce à qui les rencontres ont été possibles, leur démarrage en tout cas, qui est Ignace Isaacs, qui est souffrant en ce moment, et qui m'avait téléphoné juste avant la date des rencontres, en me disant à quel point il était désolé de ne pas pouvoir venir. Il faudra qu'on lui passe d'ailleurs un petit coup de fil, mais il est avec nous. En tout cas, il est avec nous dans ce qu'on a fait, parce que sans lui, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà. Et puis, je voudrais exprimer ma gratitude pour leur participation à l'ouverture et leur acceptation d'y participer de Carlo Rubbia, qui est prix Nobel de physique et directeur scientifique de l'IASS, qui est l'Institute for Advanced Sustainability Studies de Potsdam, de Lina Srivastava, qui est donc Vice-Chancellor de la Terry University, avec qui, comme disait Noureddin Manamani, on va signer un MOU tout à l'heure, et last but not least, surtout Carlos Lopez, que j'espérais voir venir aux rencontres depuis 2 ans par l'intermédiaire d'Ignace Isaacs, et enfin le voilà. Donc je suis très fier d'avoir parmi nous quand même le directeur de la commission économique pour l'Afrique de l'ONU. C'est important qu'il soit là aujourd'hui, et je suis vraiment très honoré de l'intérêt qu'il nous porte. Vraiment, j'espère qu'on pourra faire des choses ensemble pour la suite aussi. Voilà. Alors, 1 an après le sommet de Rio, l'IRCS, donc c'est l'institut de recherche qui est adossé à cet événement, donc International Research Center on Sustainability de l'université de Reims, souhaite contribuer à son niveau au débat mondial actuel pour définir des objectifs de développement durable et pour alimenter les réflexions sur les objectifs du millénaire. Alors juste pour mémoire, très vite, parce que je pense que tout le monde est au courant, mais tout de même... on avait une feuille de route qui était la déclaration du millénaire en 2015, qui donnait les objectifs de développement à atteindre, et cette feuille de route se termine en 2015. Et maintenant, il faut écrire la suite. Or, d'ores et déjà, ce qui est particulier, ce qui n'était pas forcément présent de manière aussi forte dans la précédente déclaration du millénaire, c'est le fait que la question de la durabilité commence à rentrer de manière importante à travers les Sustainability Development Goals en particulier, et qu'il y a là-dedans enfin la capacité à marcher sur 2 jambes, parce que développement durable, c'est développement et durable. Et donc c'est quelque chose qui est important de combiner les deux. On verra que ça ne va pas de soi, et que les questions de justice sociale et d'environnement ne se marient pas ensemble si facilement que ça n'en a l'air. Voilà. Alors, c'est bien de dire ça. Mais une fois qu'on l'a dit, comment fait-on ? On a l'idée qu'il est temps de mettre l'accent sur la responsabilité de l'espèce humaine vis-à-vis de... Alors je prends un écologue qui a disparu des radars depuis bien longtemps, mais qui est un des fondateurs de l'écologie, qui était Howard Odum, qui parlait de mettre l'accent de la responsabilité de l'espèce humaine vis-à-vis du vaisseau spatial Terre, comme si nous étions dans un espace, ce qui est le cas, fini à gérer de cette manière-là. On est bien d'accord là-dessus, et on est bien d'accord sur les objectifs à venir qui sont en train de se dessiner. La question, c'est, au-delà des bonnes intentions, comment s'y prend-on ? Et là, ça devient beaucoup moins évident. Il faut rappeler que le cadre organisationnel, mais également théorique, du développement durable n'est pas franchement stabilisé. On l'a vu lors des dernières rencontres de Reims, où on s'est rendu compte que les mécanismes de coordination entre les échelles territoriales ne fonctionnaient pas forcément très bien. Et on s'est rendu compte de quelque chose qui, à mon avis, est au cœur de ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est que l'efficacité des politiques de développement durable réside en grande partie, leur réussite réside en grande partie dans leur acceptabilité et dans leur appropriation collective. Et cela veut dire assez concrètement qu'en amont de toute initiative, de tout projet,
c'est important de définir ce qu'on appelle le bon environnement pour les sociétés concernées, c'est-à-dire celui dans lequel l'amélioration des conditions environnementales au sens strict, qualité de l'air, de l'eau, biodiversité, gestion économe des ressources, des sols, énergie, j'en passe et des meilleurs, conduit à une amélioration des conditions de vie, parce que ce n'est pas toujours si évident que ça. Celui dans lequel les dispositifs techniques et les merveilleuses écotechnologies peuvent être appropriés à travers de nouveaux modes de vie. N'en déplaise à Rousseau, l'être humain a besoin de cette appropriation et a besoin de chair autour des os, a besoin de mettre de la matière autour de ses besoins fondamentaux pour exister et pour être également heureux. Il s'agit donc pour nous, enfin à mon sens, on en débattra tout à l'heure, d'adopter une approche intégrée de la durabilité dans laquelle les changements sociétaux liés à l'émergence de nouveaux acteurs, à l'adoption de nouveaux comportements collectifs, à la définition de nouvelles représentations partagées, jouent un rôle considérable. Le développement durable n'est pas uniquement mettre en place des normes et essayer de faire en sorte que l'on s'y tienne. Ça me paraît inefficace et pas forcément très astucieux. Et d'une certaine manière, alors c'est vrai que c'est un mot valise, mais il s'agit de mettre un peu l'innovation sociale comme un facteur clé d'une transition sereine à la durabilité. Si on veut que des espaces... il faut pas ne nous y trompons pas quand même. Hein. La question qui se pose est bien celle de la transition à la durabilité d'espaces et de structures qui, quoi qu'on en dise, sont tout sauf durables. Et il s'agit donc d'explorer des solutions politiques nouvelles à travers des systèmes de gouvernance qui répondent simultanément, et ça ne va pas de soi, aux impératifs environnementaux et sociaux. En d'autres termes, il s'agit de concevoir un nouveau contrat social qui inclut, dans la continuité des travaux d'Elinor Ostrom, qui est, en ce qui me concerne, une référence, je prends plaisir à la citer, elle est décédée malheureusement l'année dernière. Je pense qu'on a quand même perdu quelqu'un d'une grande qualité. Donc, d'inclure les communautés d'intérêt, les communautés de quartier, les groupes d'individus formant des associations volontaires parmi les principaux acteurs du développement durable. Et ce n'est pas facile à mettre en œuvre, j'en conviens. Mais je pense que c'est une condition, sinon suffisante, du moins nécessaire. Oui, penser l'après 2015, ça signifie donc aussi, et alors je reprends notre marronnier depuis le début, en ce tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, c'est vrai, de définir un nouveau contrat social. Et quand je dis marronnier, je pèse mes mots parce que j'ai retrouvé en 2000 un texte du ministère de l'Environnement français qui anticipait et qui disait la chose suivante, alors je cite, « Le développement durable est un nouveau contrat social. Il ne se réduit en effet pas à la seule protection de l'environnement ou à la conduite écologique des chantiers. » Pas mal. Le problème, c'est que ça n'a pas été forcément suivi d'effet, mais je trouve que cette phrase, en 2000, est quand même assez intéressante. Finalement, et pour conclure, ces troisièmes rencontres essayent de répondre à la question suivante, qui est tellement simple qu'elle en est trop souvent oubliée en route, et dont il est important que l'on se saisisse aussi, non seulement dans la sphère politique, mais également dans la sphère académique, parce que c'est notre vie à tous. Dans quelle société voulons-nous vivre ? C'est en ce sens d'ailleurs que nombre de chercheurs de l'IRCS s'inscrivent, alors il est là, je le vois, dans le réseau Earth System Governance, qui a soutenu ces troisièmes rencontres, dont je salue d'ailleurs Frank Bierman qui interviendra avec nous cet après-midi. Ces questions de transition et de gouvernance qui sont au cœur du travail que nous faisons ensemble. Avant de clore et de passer donc la parole pour le début de la plénière à Carlo Rubbia pour la première intervention, nous allons donc procéder, et c'est un énorme plaisir pour moi de concrétiser comme ça des choses, avec Lina Srivastava, notre MOU. Donc c'est un Memorandum of Understanding qui liera désormais, je l'espère, notre université et le TERI, en particulier sur des actions de formation, donc master, PhD, et des actions de recherche également. On en avait évoqué 2 ou 3. Alors,
pour l'instant, dans le noyau qui est l'IATER, c'est l'Institut d'aménagement et l'IRCS, donc habité, mais je le souhaite et je pense que c'est également la volonté de la présidence de manière plus large avec d'autres composantes de l'université si elles sont intéressées, bien sûr.